Élection à la tête de la SECNA, le Gabonais Prosper Zominto ambitionne être à la tête de l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à SECNA. Face aux médias, il a décliné les axes stratégiques de sa gestion. La Côte d'Ivoire lance un appel aux investisseurs pour développer sa filière anacarde. Lors du forum d'investissement de la filière, le Conseil Coton Anacarde a annoncé la signature de 3 protocoles d'accord d'un montant total d'environ 16 milliards de francs CFA avec des investisseurs. Sorti ce week-end à Abidjan de la première promotion du Public ASD. Le Public Administration Skill Development est un programme de formation conçu par MDE Business School. Il vise à doter les cadres intermédiaires du secteur public et parapublic d'outils nécessaires à leur carrière. Édouard Kossonou rempile avec un nouveau mandat de 4 ans à la tête du SINAPESI. Madame, Monsieur, merci de rester fidèles aux éditions de l'information sur la chaîne panafricaine. C'est l'heure de prendre les nouvelles d'ici et d'ailleurs sur Business 24 Africa. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition de journal en nous rendant à Libreville, capitale gabonaise, où Prosper Zominto, au cadre de la SECNA et actuel directeur du bureau régional Afrique centrale et occidentale de l'Organisation de l'aviation civile internationale, est candidat au poste de directeur général de la SECNA. Celui qui est riche de 39 années d'expérience à travers le monde de l'aviation civile et porté par le président de la République du Gabon veut mettre à la disposition de l'Afrique tout son savoir. Récemment, il était face aux hommes de médias pour leur communiquer les axes stratégiques de sa gestion. Si les acteurs du secteur le portent à la tête de la SECNA. Mon désir, Nasmento. C'est lui, Prosper Zominto. Âgé de 64 ans, il cumule une expérience dans le domaine de l'aviation civile qui remonte à 39 ans. Il porte la candidature du Gabon. Une candidature considérée comme une contribution à la communauté de la SECNA qui compte 18 États membres. À travers lui, le Gabon souhaite mettre à disposition de l'Afrique une riche expérience. Sa campagne électorale est menée par le ministre gabonais des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Dieudonné Loïc Ndenga Moudouma, émissaire du président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Au cours d'une rencontre avec la presse, Prosper Zominto a souligné les graves difficultés financières que traverse la SECNA. Son diagnostic présente les maux de la maison à SECNA, mais aussi la thérapie pour faire relever l'institution commune. Dans son programme, le Gabonais souhaite mettre en place un plan de mobilisation de ressources pour remettre l'agence à flot. Il proposera au conseil d'administration un plan pour soutenir la croissance aérienne estimée à 5% chaque année. Sa priorité des priorités consistera à assurer la sécurité et la sûreté dans le ciel africain. Nous pensons que c'est une opportunité de relever l'agence en faisant face aux défis actuels, la relever en la recentrant sur sa mission principale que vous lui avez confiée, la sécurité de la navigation aérienne, aussi dans l'espace aérien et aussi au niveau des aéroports. Nous sommes conscients des conséquences de la Covid-19, mais nous sommes aussi conscients du potentiel que nous avons en termes de femmes, d'hommes qualifiés, dont il faut maintenir les qualifications. Nous sommes conscients dans les solutions, confiants dans les solutions pour une infrastructure qui doit être modernisée et qui doit permettre de gérer le défi de la croissance du trafic en maintenant la sécurité du transport aérien essentiel au développement économique de nos États. Prosper Zominto estime par ailleurs que la SECNA créée avant les indépendances africaines mérite de s'ouvrir à d'autres États. 18 pays membres sur les 54 pays africains, pour lui c'est trop peu. Soulignons que 6 candidats sont en lice pour l'élection prévue le vendredi 27 septembre 2024 à Dakar, au Sénégal. Retour à Abidjan, Côte d'Ivoire, avec un investissement de 16 milliards de francs CFA dans la filière anacarde.
Une délégation de 32 investisseurs venus de 19 pays sont à Abidjan depuis ce lundi 23 septembre 2024. Présents à l'occasion du forum d'investissement dans la filière anacarde en Côte d'Ivoire, quelques-uns ont déjà marqué leur engagement d'accompagner le premier producteur de la noix de cajou à travers des signatures d'accords qui sont évaluées à plus de 16 milliards de francs CFA. Cette bonne nouvelle pour l'investissement dans cette filière en Côte d'Ivoire est rappelée dans ce reportage de Walter Kofi et Marius Seri. Classé premier producteur mondial et positionné au rang de deuxième exportateur et de troisième transformateur. La Côte d'Ivoire bat tous les records quand il s'agit de noix de cajou, une performance qui attire des investisseurs, dont plus d'une trentaine sont présents depuis ce lundi 23 septembre dans la capitale économique ivoirienne. C'était à l'occasion du forum d'investissement dans la filière anacarde, marquée par la signature d'accords de financement de plus de 16 milliards de francs CFA. Un accord signé entre le Conseil Coton Anacarde et des entreprises du Royaume-Uni, des Émirats et un consortium d'entreprises d'Inde et d'Autriche. Une initiative saluée par la tutelle, dont le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, qui a mis l'accent sur l'importance des investissements dans la filière cajou pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'objectif de 50% de transformation locale d'ici 2030. Avec nos 22% de taux de transformation en 2023, nous sommes encore loin de nos objectifs, qui est de transformer jusqu'à 50% de nos productions à l'horizon 2030, comme l'a souligné tout à l'heure mon collègue. C'est le lieu d'exhorter les investisseurs nationaux et internationaux à s'établir en Côte d'Ivoire et à saisir les nombreuses opportunités d'investissement qui s'offrent à eux dans ce secteur prometteur. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer à nouveau un appel aux investisseurs internationaux à faire confiance à la Côte d'Ivoire, parce que nous offrons en tout cas un environnement des affaires les plus attrayants. Le forum sur l'investissement dans la filière anacarde en Côte d'Ivoire se tiendra sur 3 jours. Les investisseurs venus de plusieurs pays pourront découvrir les opportunités d'investissement dans l'industrie de transformation locale du cajou ivoirien. Et cela à travers des rencontres professionnelles et des visites dans des zones industrielles. Toujours dans l'actualité, la première promotion du Public Administration Skill Development de MDE Business School séjourne à Grand Bassam depuis ce lundi 23 septembre 2024. Ces étudiants entament ainsi la 6e session du programme qui va s'étaler tout au long de cette semaine. Au programme, des cours de gestion publique, de coaching, des activités sportives ou encore du tourisme. On en sait un peu plus avec Issa Badini et Doumbia Ayouba. Armez-vous jusqu'aux dents, disait Cheikh Anta Diop. Les occupants de cette salle ne font pas autre chose. Première promotion de cet autre programme de MD Business School, cette fois en collaboration avec l'École nationale d'administration publique du Québec. Ils affrontent ce matin et c'est pour tout au long de la semaine la 6e session du Public Administration Skills Development. Cette 6e session est une session résidentielle qui va durer 5 jours. Elle est destinée à réunir tous les participants qui sont des agents du service public ou parapublic qui sont en formation dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Public ASD, Public Administration Skills Development, qui a pour ambition de former des cadres du secteur public et parapublic qui soient opérationnels, qui soient innovants. Avec un tableau bien rempli pour ces premiers jours de session. On est en train d'avoir un cours sur se bâtir un outil pour être capable de suivre les indicateurs de performance qu'on s'est choisis pour être capable d'améliorer la performance de notre organisation.
Donc, il y a un petit côté technique, mais il y a beaucoup de réflexion parce qu'il y a comme de la science à créer. On n'a jamais mesuré, par exemple, jusqu'à maintenant, comment dans une école, on peut mesurer l'amélioration d'ici 5 ans de notre performance. Alors, il faut beaucoup créer. Et les élèves qui sont ici, moi, je veux les rendre experts pour être capables de savoir c'est quoi des indicateurs de performance, d'en trouver des bons, puis d'avoir des bons résultats chiffrés escomptés. C'est un petit peu ça qui est l'objectif. Ici, bien assis et très attentif aux cours donnés par le professeur Marc Lepage, des étudiants pas comme les autres, des cadres, voire des cadres supérieurs de l'administration publique ou du privé, qui ont fait confiance à MD Business School. On ne finit jamais d'apprendre. Il faut toujours se former pour être toujours à la pointe de la gestion de nos organisations, de la gestion de nos entreprises. Parce que vous savez, une bonne société, c'est elle qui repose sur des organisations efficaces, performantes, efficientes. Et on l'apprend à MD Business School. Ma venue à ce programme-là découle de ma relation déjà avec mon époux, qui a fait MDE depuis 2018. Et à l'issue de sa formation, il a toujours voulu que j'en fasse de même. Il a tiré vraiment un grand profit de cette formation et il a vu en moi aussi une enseignante qui voulait faire beaucoup pour ses étudiants. Et il s'est dit que cette formation allait être une valeur ajoutée dans la gestion de mes étudiants, dans la gestion de mes collaborateurs de tous les jours et le plus important, dans moi-même ma gestion. La présente session est la 6e d'un programme qui en compte au total 8, répartis sur 7 mois. Démarrée ce lundi, elle prendra fin samedi prochain avec la traditionnelle visite touristique MDE dans les artères et lieux symboliques de la première capitale de la Côte d'Ivoire moderne. Vous suivez Business 24 Africa et nous parlons de lutte contre la corruption. Adoptée le 12 juin 2024 en Conseil des ministres, la stratégie nationale de lutte contre la corruption fait l'objet d'échanges. Pour l'élaboration du programme de mise en œuvre de cette stratégie, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base PAGEDES sont en atelier d'échange avec les parties prenantes. L'objectif est de mettre en œuvre de façon pratique cette stratégie pour renforcer davantage la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire dans la période 2024-2028. Zénab Dosso et Seth Ekissi ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Prévenir la corruption ou la réprimer, c'est dans cet élan que se tient cet atelier d'échange avec l'ensemble des institutions, ministères techniques et organisations de la société civile impliquées dans la lutte contre la corruption à l'initiative de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG. 5 jours de concertation, d'échange et de discussion pour aboutir à un résultat concret, l'élaboration du programme de mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption. Une stratégie adoptée depuis le 12 juin 2024 en Conseil des ministres, articulée autour de 5 axes, notamment le renforcement du cadre juridique de la prévention et de la répression, le renforcement des contrôles internes et externes et rendre l'administration publique performante, accessible et caractérisée par l'intégrité. Alors, cette stratégie-là constitue le cadre de coordination de toutes les initiatives en matière de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Et elle respecte les normes et les dispositions de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption et de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Donc, puisque la stratégie a été adoptée le 12 juin 2024 par le Conseil des ministres, ce qui ouvre la voie à sa mise en œuvre, alors nous avons décidé d'inviter toutes les parties prenantes nationales qui ont élaboré cette stratégie pour élaborer un programme national de l'opérationnalisation de cette stratégie nationale de lutte contre la corruption. La stratégie de lutte contre la corruption bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires financiers et techniques, le PAGEDES, la Banque africaine de développement à travers le PAGEF et la coopération allemande pour le développement, entre autres, engagés dans la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance. Et le PAGEDES découle déjà d'un don de gouvernance et de développement institutionnel qui a été l'aspect de 2008 jusqu'à 2017 par là.
qui était sur l'aspect gouvernance économique. Maintenant, nous avons étendu nos activités à la gouvernance et puis la livraison de services aux citoyens. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes avec la haute autorité pour l'appuyer sur tout ce qui est corruption et tout ce qui est difficulté sur les circuits d'exécution des activités gouvernementales et que les populations aient une bonne compréhension de ce qu'on fait. Au sortir des travaux de cet atelier qui se tient du 23 au 27 septembre, les acteurs devront identifier des mécanismes et instruments pertinents pour la mise en œuvre efficace de la stratégie nationale sur la période de 2024 à 2028. À présent, une page syndicalisme dans cette édition et c'est dans le secteur du pétrole. Le SYNAPESI, syndicat autonome des pétroliers de Côte d'Ivoire, a procédé à l'investiture de son secrétaire général national. C'est Edouard Kossonou, syndicaliste infatigable et fin stratège qui a rempli avec un nouveau mandat de 4 ans à la tête du SYNAPESI. Il a au cours de ces dernières années travaillé inlassablement pour l'enracinement du SYNAPESI et de meilleures conditions de vie et de travail des syndiqués. Pour les 4 ans décisifs à venir, cap sera mis pour une fédération plus représentative. Mon désir, Nascimento. Edouard Kossonou, agent de la CIR et infatigable camarade de lutte, est porté à la tête du SYNAPESI. Abidjan a récemment vécu son investiture. Une fois, deux fois, trois fois. Ça s'applaudit. Devant membres syndiqués, collègues, camarades syndicalistes, parents et amis, il a été intronisé. Pour les 4 prochaines années, il va travailler avec son bureau pour continuer à défendre les intérêts des agents du secteur pétrole en Côte d'Ivoire, mais plus particulièrement les syndiqués du SYNAPESI. Un vaste chantier sur lequel Edouard Kossonou s'est aussitôt lancé à son investiture. Nous souhaitons mettre en place un système de suivi et d'évaluation régulier de nos actions afin d'assurer une transparence totale et une efficacité maximale dans la gestion de notre syndicat. Nous nous engageons à rester à l'écoute de nos besoins et de nos préoccupations et à agir en toute responsabilité pour défendre vos intérêts, nos intérêts. Ensemble, nous formons une communauté forte et engagée, prête à relever les défis qui se dressent devant nous. En nous appuyant sur nos valeurs de solidarité, d'équité et de justice sociale, nous pouvons accomplir des grandes choses pour l'avenir de tous les travailleurs. Plusieurs responsables et collaborateurs sont venus apporter leur soutien à celui qui est perçu comme un partenaire social engagé dans les rapports gagnant-gagnant. Je voudrais quand même dire que ça a été un plaisir pour moi de représenter le directeur général de Foxtrot à cette cérémonie d'investiture du camarade et ami Kossonou Edouard, que je connais, avec qui on entretient vraiment de très bonnes relations. Et j'étais très heureux qu'il ait été reconduit. De toutes les manières, il ne pouvait pas en être autrement. Parce que aujourd'hui, j'ai bien compris pourquoi le syndicat a commencé dès l'entame déjà avec un homme qui était arrivé déjà à maturité des relations humaines, qui est arrivé à maturité des relations entre employeurs et salariés, et donc qui a bien compris le sens du syndicalisme aujourd'hui. Vous savez, avec lui, on n'a jamais eu de relations thrombosées. On a toujours de très bonnes relations. C'est un syndicat qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, je les appelle partenaires sociaux parce qu'il a véritablement compris le sens du syndicalisme en entreprise. Le SYNAPESI est composé notamment d'acteurs de 3 entreprises pétrolières, notamment la CIR, le Foxtrot International et l'ENI. Il ambitionne, avec la demande de plusieurs autres entreprises, passer prochainement à une fédération. Le SYNAPESI revendique aujourd'hui près de 500 membres.
L'Association des applicateurs professionnels de Côte d'Ivoire, APPC, a organisé récemment à Abidjan-Marcory un atelier de formation professionnelle sur les normes et réglementations dans le domaine d'application phytosanitaire. L'objectif est de renforcer les capacités de ses membres. Il était question donc de passer en revue les normes internationales et la réglementation phytosanitaire nationale pour une pratique dans le strict respect des textes en vigueur. Le point avec Michel Brou et Valentin Kra. Qu'est-ce qu'un applicateur phytosanitaire selon la législation ivoirienne? C'est l'une des questions principales autour de laquelle s'est déroulé le vendredi 20 septembre un atelier de renforcement des capacités de l'Association des applicateurs phytosanitaires de Côte d'Ivoire. Est applicateur une personne physique ou morale qui propose ses services à un tiers pour l'application de sa plantation. Il peut également traiter des moyens de transport, des bateaux, des véhicules et des domiciles. Et pour exercer ce métier, il faut avoir un agrément octroyé à l'issue d'un dossier évalué par le comité pesticides de Côte d'Ivoire, présidé par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et des Productions vivrières. Deux thèmes ont permis au cours de cet atelier de renforcement de capacité de passer en revue les tests régissant le secteur des applicateurs phytosanitaires. Il s'agit de la législation phytosanitaire en Côte d'Ivoire et la norme dans le domaine phytosanitaire. Cette association nous permet déjà de réunir tous nos efforts pour pouvoir vraiment aller au-devant de nos défis en termes de traitement phytosanitaire. Toute personne, toute entité qui veut être dans ce domaine, déjà d'être aux normes, d'être identifié par la DPV, qui est la Direction des protections et végétaux, et de chercher à avoir un agrément, participer aux différentes formations dans le domaine des pesticides et consorts. Pour sa part, le président de l'APPCI, Zava Melessi Fani, a félicité tous ceux qui ont participé à cette formation. Pour lui, cette formation est un tremplin vers une meilleure pratique professionnelle et une conscience accrue des enjeux phytosanitaires. Dans un contexte de perpétuelle mutation et d'évolution rapide des normes et réglementations, il était idoine pour nous en tant qu'association d'applicateurs dans le domaine phytosanitaire de revisiter les normes et règles de notre secteur d'activité afin d'améliorer nos conditions ou nos méthodes de travail, de renforcer nos capacités professionnelles pour être à la hauteur des attentes et défis qui nous attendent. Nous pensons que nous pouvons être des partenaires sérieux, importants et aussi intéressants pour tous ces secteurs d'activité agricole tels que le café, le cacao, le cajou qui connaissent aujourd'hui des mésaventures, des difficultés. Et nous pensons que nous pouvons être des acteurs à même de les accompagner, de les aider à relever ces différents défis au niveau de la qualité et du label de ces produits agricoles exportables. Il faut souligner que les participants ont félicité le président de l'APPCI, non seulement pour la naissance de l'association, mais surtout pour l'initiative de cet atelier, premier du genre qui met en avant l'intérêt général de la filière application phytosanitaire en Côte d'Ivoire. Un mot de religion à présent. La 36e édition du Kairos ou temps favorable de Dieu a démarré le samedi 21 septembre et poursuit son chronogramme les 22, 28 et 29 septembre à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé dans la commune de Cocody-Angré. L'initiative est de l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal. Il s'agit d'un temps d'adoration et de louange dédié aux chrétiens sur le thème « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça les vents et les mers, et il y eut un grand calme. Matthieu 8, verset 26. Eunice Bogou, Ézéchiel Série. Bienvenue à la 36e édition du temps favorable de Dieu, encore appelé Kairos. Ici, chaque chant est une offrande à Dieu, un moment puissant où ces chrétiens catholiques espèrent que les voix atteignent les cieux. L'objectif, c'est vraiment la conversion, c'est le retour à Dieu, c'est la rencontre avec Dieu. Quel que soit notre état de vie, nous savons que le Seigneur Jésus, certes a horreur du péché, mais aime le pécheur, il aime sa créature. Donc c'est vraiment un moment où on vient présenter ce qu'on est dans nos fragilités, dans la peut-être mauvaise vie qu'on a, mais regarder à Dieu et dire à Dieu vraiment, touche-moi, viens à ma rencontre, je veux changer, je suis fatigué, fais quelque chose pour moi.
Ces fous de Dieu recherchent la transformation spirituelle à travers la louange, l'adoration et la prière intensive, parfois à la frontière de la folie, et les témoignages fusent. Pour cette année 2024, la 36e édition Kairos qui gagne en intensité, à côté des louanges, le fondateur du sacerdoce royal qui organise le Kairos, Abraham Marie, et tout l'apostolat ont accentué le rendez-vous avec des moments d'enseignement. Le thème est tiré de la Bible, Matthieu 8, verset 6. Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer. Nous avons essayé de rappeler que la vie chrétienne, comme la vie tout court, nous fait passer par des moments difficiles que nous appelons la tempête signifiée dans les Écritures, et que face à cette tempête de la vie, il y a une réponse que le Seigneur nous permet de donner. Puisqu'il y a deux attitudes que nous pouvons avoir lorsque nous traversons des épreuves. Il y a la confiance, mais également aussi il y a la peur, les troubles intérieurs et l'abandon. Mais le Seigneur nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'avoir peur puisqu'il est avec nous et que devant l'épreuve, il y a une réponse à donner, c'est la réponse de la foi. Le 2 Kairos de l'année 2024 se poursuit jusqu'au dimanche 29 septembre. Rappelons la vocation du sacerdoce royal qui organise le Kairos, valoriser le sacré dans l'Église et la personne humaine. À présent, l'actualité régionale, débutons dans la capitale politique, dans le cadre de l'écotourisme développé par le domaine Bini qui vise à protéger de manière durable les aires exploitées et contribuer à l'essor socio-économique des populations. Un partenariat a été signé entre le domaine Bini et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. La cérémonie de signature a été marquée par l'ouverture officielle du site du domaine Bini en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Le reportage de Charles Kouakou est commenté par Michel Brou. Depuis quelques années, le concept d'écotourisme développé par le domaine Bini a fait ses preuves dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. L'écotourisme du domaine Bini vise à protéger de manière durable les aires explorées et contribue à l'essor socio-économique des populations autochtones. À travers ce partenariat entre l'INPHB et le domaine Bini, ils entendent mutuellement offrir une activité innovante qui comporte une part d'éducation et d'interprétation de l'environnement. À la faveur de cette politique de vulgarisation, de partage des connaissances culturelles et surtout des connaissances en lien avec nos us et coutumes, que nous nous sommes rapprochés des domaines Bini, de façon à pouvoir déployer sur le site de l'INPHB l'écotourisme. Après la signature du partenariat, la délégation s'est rendue sur le site pour l'ouverture officielle en présence de la ministre en charge de la culture et de la francophonie. Ce domaine a été conçu pour offrir aux communautés, visiteurs et touristes une escapade enrichissante où la tranquillité de la nature rencontre le dynamisme académique avec notamment une diversité culinaire prenant en compte toutes les restrictions alimentaires, mais aussi des activités éducatives et ludiques. C'est une convention qui permet à l'INP de pouvoir tirer tout le savoir-faire que nous avons et le bonifier, le peaufiner afin que la Côte d'Ivoire devienne une plaque tournante de l'écotourisme. Et nous, de notre côté, ça nous permet aussi de montrer le savoir-faire de l'INP et de montrer toute la richesse culturelle de Yamoussoukro. Ce partenariat que nous venons de voir est un modèle de cette mise en œuvre et qui célèbre aussi l'excellence de la synergie gouvernementale telle que prônée par le Premier ministre, son Excellence M. Robert Mambé, dans lequel on retrouve une école d'excellence qui est portée par l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, une excellence aussi au niveau du tourisme, puisque ce site aussi est un exemple de valorisation de l'écotourisme. Cette cérémonie de signature du partenariat et d'ouverture du domaine Bini à l'INPHB s'est effectuée sous la présidence du ministre en charge de l'enseignement supérieur, du coparrainage de la ministre en charge de la culture et du ministre du tourisme et des loisirs.
L'actualité se poursuit. La Direction générale de l'industrie touristique et hôtelière de Côte d'Ivoire a organisé la phase finale de la deuxième édition du Festival de la cuisine ivoirienne. Le thème choisi, de l'art culinaire à la gastronomie ivoirienne. L'objectif de ce concours culinaire est de renforcer l'attractivité du pays en mettant en exergue la diversité et la richesse de la gastronomie ivoirienne. Abel Kwao, Djekou de Silva, Zénab Dosso pour le compte-rendu. Ils étaient 26 candidats venus de 13 autres directions régionales du tourisme de la Côte d'Ivoire pour ce concours culinaire à l'occasion de la deuxième édition du Festival de la cuisine ivoirienne. En face d'eux, un jury composé de 7 professionnels de l'hôtellerie et de la cuisine. Au terme de 4 heures de concours, Sekayapi Simon-Pierre de la direction d'Abidjan Sud, commune de Bingerville, est monté sur la plus haute marche du podium en cuisine professionnelle. En cuisine traditionnelle, c'est Loba Akossi Thérèse de la même direction, Abidjan Sud, qui remporte le prix. Mon secret est l'amour de la cuisine. Au ministre, vraiment un grand merci, vraiment qui continue de toujours organiser, ça motive vraiment la jeunesse, ça motive tout le monde à pouvoir embrasser ce métier, à pouvoir aimer vraiment la cuisine. Mon secret, c'est que j'ai eu l'idée de faire la carte de la Côte d'Ivoire avec les 3 étoiles par rapport au concept qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2023. J'ai béni le ministre, je lui dis merci et que le Seigneur lui donne encore plus de sagesse afin que nos mets ivoiriens dépassent les frontières de la Côte d'Ivoire. Autre fait marquant de ce concours culinaire, prestations artistiques et récompenses de lauréats. Les arts culinaires érigés en gastronomie puissent permettre de développer un tourisme gastronomique et faire voyager aussi la cuisine ivoirienne à l'effet d'étendre notre expansion culturelle à travers le monde. Il est à noter que les lauréats des 2 concours meilleur cuisinier professionnel et meilleure cuisinière professionnelle ont reçu chacun un trophée, une enveloppe de 500 000 francs CFA, une bouteille de gaz, un lot de gadgets et un diplôme de participation des mains du ministre Siandou Fofana. L'actualité en images. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a accordé le 20 septembre 2024 à Abidjan un prêt de 67,3 millions de dollars américains à Madagascar pour mettre en œuvre la première phase de son programme d'appui à la gestion financière et à la résilience économique pour la période 2024-2025. Le programme bénéficiera en priorité à la population malgache en créant un meilleur cadre réglementaire de promotion des investissements et de développement de projets en partenariat public-privé PPP. Toujours en images, l'Égypte veut lever 3 milliards de dollars sur les marchés internationaux de la dette. L'émission d'obligations libellées en dollars sur les marchés internationaux a été évoquée par le ministre égyptien des Finances lors d'une série de réunions avec des investisseurs à Londres à mi-septembre. L'Égypte prévoit de mobiliser jusqu'à 3 milliards de dollars sur les marchés internationaux de la dette d'ici la fin de l'exercice 2024-2025. Ce montant prévoit être levé grâce à plusieurs émissions d'obligations libellées en dollars. C'est tout pour l'actualité sur Business 24 Africa. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'information sur la chaîne panafricaine. Au revoir et à très bientôt.